Et place à l'entretien du jour avec Marc Semo. Bonsoir, vous êtes journaliste en charge de la diplomatie au Monde. Beaucoup de questions se posent ces derniers mois sur l'utilité réelle de l'ONU. Avant que vous me donniez votre avis, je voudrais que vous nous expliquiez la mission initiale de l'ONU, qu'on revienne aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'était plus ou moins créer une espèce de gouvernance mondiale, ou du moins un organisme de concert des nations, qui tirait les leçons de l'échec de la Société des Nations, qui avait été créée après la Première Guerre mondiale, et qui rapidement avait été réduite à l'impuissance. Donc là, il s'agissait de faire à la fois une instance où l'on retrouve tout le monde, et en même temps où on puisse garder les pays les plus importants, qui étaient à l'époque les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Qui sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, avec un droit de veto. Parce que, de fait, si on supprime le droit de veto, si on enlevait le droit de veto, vraisemblablement, les grandes puissances refusaient d'en être. Elles ne voient pas pourquoi elles devraient subir la stricte loi numérique et que le Liechtenstein pèse autant que les États-Unis ou l'Union soviétique à l'époque. Voilà, donc ça a été ça l'idée. Et alors, les critiques sont récurrentes. Bon, vous vous souvenez de la célèbre phrase du général de Gaulle, le machin. Bon, voilà, les critiques sont récurrentes. Bon, vaille que vaille, l'ONU a plus ou moins assuré, a fait le job. Et fondamentalement, ce n'est pas la question de l'ONU, c'est la question des États, des pays dans l'ONU. C'est-à-dire, quand l'ONU, en pleine guerre froide, était paralysée, bon, elle ne pouvait pas faire grand-chose. Après l'effondrement de l'Union soviétique, il y a eu un moment qui a duré, disons, tout au long des années 90, début des années 2000, où on a cru qu'on pouvait arriver à créer une véritable communauté internationale. Ensuite, de nouveau, maintenant, on est dans une phase un peu plus tendue, où il y a énormément de vétos, comme on l'a vu à propos de la Syrie, où, de fait, l'ONU n'a rien pu faire sur la Syrie à cause des vétos russes et un peu chinois. Donc, si vous voulez, c'est quand même la responsabilité des États. Ensuite, dans des crises graves, on peut aussi... Il y a des États qui sont passés, il y a eu des fois où on est passé en dehors de l'ONU. On l'a vu ou en jouant d'ambiguïté des résolutions, ou par exemple au moment du Kosovo avec un vote d'une assemblée générale sur les crimes qui étaient en train de s'y commettre. Alors c'était pas un vrai mandat, c'était pas une vraie résolution, mais ça donnait malgré tout un certain cadre ou une certaine légitimité. Voilà, donc voilà, l'ONU est ce qu'elle est, mais on se rend compte aujourd'hui qu'à chaque crise internationale, et il y en a un certain nombre, le Conseil de sécurité va se réunir en urgence. Tout cela va déboucher sur un communiqué d'éventuelles condamnations, rarement des sanctions. Elle perd toute sa crédibilité. Je pense notamment à la Corée du Nord. La Corée du Nord, elle ne perd pas sa crédibilité. Qui craint l'ONU aujourd'hui ? Quel dirigeant du monde craint l'ONU aujourd'hui ? Je pense que la Corée du Nord, malgré les rodomontades de Kim Jong-un, a des raisons de la craindre. Au début, les sanctions... Bon, alors c'est vrai que c'est le 8e train de sanctions depuis 2006 et le premier essai nucléaire. Au début, de fait, personne n'avait très envie... personne ne s'occupait vraiment de la question de la Corée du Nord. On ne prenait pas ça très au sérieux. Maintenant, tout le monde commence à prendre ça très au sérieux, y compris les Russes et les Chinois. Pour des raisons différentes. La Chine voit quand même les grands risques de déstabilisation de la région et le risque à terme, si le régime s'effondre, d'avoir les États-Unis à sa frontière. La Russie commence aussi à voir le risque. Et donc très concrètement, qu'est-ce que l'ONU peut faire ? Quelles sanctions ? Les sanctions sont très dures. Sanctions économiques ? Les sanctions économiques sont très dures. Ensuite, il faut qu'elles soient appliquées. Mais là aussi, ça dépend des États. Donc jusqu'ici, la Chine était assez, les appliquait très mollement. Il y avait des multiples trafics. Ça va continuer. Mais quelque part, c'est une logique qui commence à peser de plus en plus. Alors, ça a marché avec l'Iran, par exemple. C'est à cause des sanctions que l'Iran a accepté ce gel de son programme nucléaire. Ne soyons pas utopistes, c'est pour 10 ans, etc. Mais bon, il y a quand même eu un gel de son programme nucléaire. Ensuite, la Corée du Nord, c'est pas l'Iran. L'opinion publique en Iran, il y a quand même des vagues élections. L'Iran voulait être intégré dans le marché et s'ouvrir. La Corée du Nord, c'est un pays refermé sur lui-même et tout. Donc la pression de l'opinion publique du marché n'existe pas. Mais voilà, c'est quand même... La place de la France dans tout cela, on sait que la France va présider le Conseil de sécurité au mois d'octobre. On attend le discours d'Emmanuel Macron. Absolument, la semaine le discours va être très important. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la France au sein de cette grande institution ? Alors d'abord, ce qu'il faut voir, c'est que la France dispose finalement d'un pouvoir disproportionné au sein des Nations Unies. C'est à peu près l'instance internationale où elle compte le plus. Alors c'est un héritage de la guerre, ça s'est joué à très peu, à une voix, notamment celle d'Haïti, grâce à laquelle la France a été membre permanent du Conseil de sécurité en 1945. Mais la France a un rôle énorme. Ensuite, maintenant, il y a l'imprévisibilité de Donald Trump. Il y a une Grande-Bretagne en train de se replier avec le Brexit. La France sera bientôt, après le départ britannique de l'Union, le seul pays membre de l'Union européenne, membre permanent du Conseil de sécurité, le seul pays de l'Union européenne, par ailleurs,
détenteur de l'arme nucléaire, avec le pouvoir de dissuasion. La France est le seul pays européen qui dispose de réelles capacités de projection sur des théâtres d'opération, et même d'entrée en premier. Donc pour toutes ces raisons, la France a un grand pouvoir au sein de l'ONU. Et en plus, elle a une vieille tradition diplomatique, etc., qui fait qu'elle est capable de faire des coalitions, qu'elle est capable de faire l'accompagnement diplomatico-politique de ces interventions, comme on l'a vu sur le Mali. Donc pour toutes ces raisons, l'ONU est une extraordinaire tribune pour un président qui, face à Donald Trump, qui, face à d'autres leaders plus usés, etc., a cette chance extraordinaire d'incarner un peu une France qui, contre toute attente, a cassé cette spirale négative des populismes qui ont donné le Brexit et qui ont donné la victoire de Trump. Donc on peut imaginer qu'Emmanuel Macron va faire bouger les lignes ? Il va essayer, évidemment. Il va essayer. Bon, symboliquement, ça va être un discours important. Ensuite, la diplomatie est aussi en grande partie faite de symboles. Alors, bon, voilà, une hirondelle n'annonce pas le printemps, ça ne va pas tout changer, mais probablement, il faut l'espérer, il fera un grand discours. Il évoque déjà un pacte mondial pour l'environnement. La France est en train de pousser un groupe de contact pour la Syrie, estimant, donc réunissant les principaux pays membres permanents du Conseil de sécurité pour arriver à une solution, estimant que il y a une espèce d'épuisement de la guerre, donc on arrive un peu vers la fin. Donc pour toutes ces raisons, la France a des cartes à jouer, et il y a cette image de Macron qui est très forte. On l'avait vu au premier G7, à Taormine, en Sicile, on l'avait vu lors du G20. Bon, voilà, il y a une image Macron, et c'est un atout. Et que dire d'Antonio Guterres, qui est le nouveau patron des Nations Unies ? On dit qu'il est très ambitieux pour l'organisation. C'est quelqu'un qui va de l'avant, un peu d'ailleurs comme Emmanuel Macron. Oui, déjà la France l'a beaucoup soutenu. C'est un grand ami de la France, d'un parfait francophone. Voilà. Ensuite, il est ambitieux. Alors, le problème maintenant, pour asseoir un peu sa légitimité de nouveau secrétaire général, c'est qu'il ait un succès. Alors, le succès, ça pourrait être la Syrie, ça pourrait peut-être être autre chose, mais effectivement, un des efforts de la diplomatie française va être aussi d'aider Guterres à avoir un premier succès. Mais, disons, l'ONU est aujourd'hui peut-être une des arènes où, en même temps que l'Europe, la France a le plus de moyens de peser, et ce qui est la grande intuition d'Emmanuel Macron, c'est quand même de dire, voilà, le rôle de la France, sa souveraineté aujourd'hui passe par l'Europe, et le rôle de la France est de permettre à l'Europe de devenir le leader du monde libre. Alors ce sont des mots très lourds, monde libre ça fait un peu guerre froide, mais c'est mieux que famille occidentale au monde occidental, c'est une idée forte, et d'une certaine façon, cette idée-là, cette possibilité pour la France de faire entendre la voix de l'Europe au sein de l'ONU, c'est un beau défi. Donc vous nous dites ce soir, contrairement à ce que beaucoup de détracteurs peuvent dire, l'ONU ne sert pas à rien, et encore moins pour la France. Disons, on peut dire sur l'ONU ce que disait Churchill à propos de la démocratie. C'est la pire des choses à l'exception de tous les autres. Donc oui, l'ONU a beaucoup de défauts. Il y a la bureaucratie, il y a des scandales, il y a tout ce que vous voulez. Il y a eu des lâchetés. Une grande institution informe. Il y a eu des fiascos, il y a eu le Rwanda. On peut faire la liste des manquements, voire des erreurs qui ont été permises par l'ONU. Bon, d'un autre côté, il n'y a rien d'autre. Et malgré tout... Et la réussite des casques bleus. Il y a eu les casques bleus. Il y a eu un équilibre, ça a institutionnalisé cet équilibre de la guerre froide, ça a réussi à tenir dans la post-guerre froide. Globalement, ça a assuré à ce minimum de gouvernance mondiale. Merci infiniment, Marc Semo, d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes journaliste en charge de la diplomatie au quotidien Le Monde.